Bonjour et bienvenue dans notre émission Terre d'entrepreneurs sur Dig Radio. Aujourd'hui, nous recevons Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Benoît, s'il te plaît ? Bonjour, je suis Benoît Bodino, dirigeant de la société Couleur Gaïa. Voilà, j'ai 52 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants, Titouan et Jade. Bon. Benoît, je t'ai demandé de venir pour raconter ton parcours qui est atypique, que j'adore, tu le sais, où justement la famille est importante aussi, les valeurs et puis les voyages. On va surtout parler de ça, ce qui t'a construit très certainement. Est-ce qu'on peut démarrer au début, une période que je connais un peu moins, c'est les études. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? En fait, je suis natif de pas très loin, je suis natif de la Séguinière, j'avais un père qui était garagiste, et donc naturellement je me suis orienté vers l'automobile, avec un brevet de technicien automobile, et puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai raté mon bac, donc ça m'a permis de faire une 2e terminale qui m'a permis d'accéder et de regagner une filière plus générale, et j'ai fait un IUT de commerce et ensuite une licence de marketing et de communication, et ensuite... Alors juste, excuse-moi Benoît, pourquoi tu as eu de la chance là de rater un an ? En fait, l'échec de mon premier bac m'a permis de faire une bonne 2e terminale et d'avoir un bon dossier pour réintégrer une filière plus classique de commerce avec des études d'automobile, ce qui n'était pas trop naturel. Ok, d'accord. Alors vas-y, excuse-moi, continue. Non, et puis après mes études, j'ai eu aussi de la chance puisque je suis parti à l'armée et j'ai eu la chance d'embarquer sur un bateau qui s'appelle le Jean Bart et on a fait une bonne partie du tour du monde sur ce bateau et ça m'a permis de découvrir le monde et qu'il y avait autre chose que la France. Et qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu faisais sur ce bateau-là ? En fait, j'étais ce qu'on appelle assistant de promotion sociale. En fait, j'étais prof, voilà. Et puis, pour aider à la navigation du bateau, j'étais à la barre. Bon, et qu'est-ce que tu as appris cette année-là ? En fait, je me suis surtout rendu compte que il existait un monde qui était très très différent de la France et des quelques pays d'Europe que j'avais pu faire auparavant. Et j'ai été très très impressionné par certains pays comme l'Inde, comme la Corée, comme le Japon. C'était ton premier voyage en Inde ? Parce que je pense que ce pays-là, on va en parler quelques fois. Oui, c'était mes premiers pas en Inde et je me rappelle toujours, ma mère m'en parle encore, quand je les ai appelés d'Inde, j'étais complètement bouleversé parce que je découvrais un pays aux antipodes de ce que pouvait être la France avec beaucoup de pauvreté et j'avais été très très marqué, mais comme on dit souvent, l'Inde on y met un pied et on adore ou on déteste. Moi j'ai adoré. Bon, et donc après, tu retournes en France ? Voilà, ensuite je suis rentré en France et puis j'ai cherché du travail et donc j'ai démarré dans la société Cheminée Poujoula basée à Niort dans les Deux-Sèvres et j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas comme directeur des ventes et puis ensuite on a eu l'envie ma femme avait aussi l'âme d'une voyageuse et comme moi j'avais vraiment envie de repartir voyager, on a décidé ensemble de partir voyager. Donc on a économisé pendant 2 ans et puis on est parti en voyage autour du monde sac à dos. Et là, vous aviez quel âge ? On avait 28 ans. Et les parents, la famille, l'entourage dit quoi ? Les parents et l'entourage... Alors l'entourage dit vous avez raison et les parents ils pensent qu'on a raison, mais ils disent que c'est bien dommage parce que tu avais déjà une carrière qui commençait à être plutôt pas trop mal, si j'ai bien compris. Oui, c'était une entreprise très intéressante et je faisais quelque chose qui m'animait beaucoup, mais l'envie de voyager, de découvrir le monde était beaucoup plus forte que ma carrière professionnelle à 28 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ce voyage-là ? Alors en fait, avant de partir faire ce tour du monde, j'avais dit à quelques copains, j'ai dit écoutez, je vais partir avec ma copine pendant longtemps, donc on va faire un truc ensemble avant. Donc on a monté une petite mission humanitaire en Afrique et on a descendu une cargaison de médicaments et de fournitures scolaires au Togo pour une association. Et ensuite, on est parti avec Isabelle, qui est ma femme aujourd'hui, et on a voyagé pendant 18 mois. Alors à l'origine, on était parti pour 8, ensuite ça s'est transformé en 12, puis on est revenu au bout de 18. On a d'abord été pendant 3 mois en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin et au Burkina Faso. L'idée était qu'on souhaitait rester dans chaque pays assez longtemps pour vraiment s'immerger dans le quotidien de la population. Mais vous faisiez quoi ?
Vous étiez en tant que voyageur à regarder ce qui se passait autour ou vous étiez actif, vous travailliez? Qu'est-ce qui se passait? Non, on n'avait pas à cette période-là, au début du voyage, travaillé. À la fin du voyage, on est resté très longtemps au Venezuela et là, je me suis impliqué dans un travail. Mais sur toute la première partie du voyage, on était vraiment en mode découverte. Alors, sur le Togo, on a fini cette mission humanitaire qu'on avait commencée. Ensuite, on est allé à Madagascar. On est resté 2 mois à Madagascar et là, on a vraiment visité le pays et on logeait chez l'habitant. Donc, c'était plutôt assez intéressant. Et dès qu'on avait une opportunité d'aller sur des bateaux de pêche ou de faire des expériences avec les locaux, on le faisait. Et puis, ensuite, on est parti en Indonésie pendant 2 mois. Et on est allé en Inde pendant 3 mois, où là, on a acheté une moto et on a sillonné l'Inde pendant 3 mois, et notamment le nord de l'Inde, à moto. Et ensuite, on est passé de l'autre côté du Pacifique et on est allé au Mexique, au Guatemala et au Venezuela. Et au Venezuela, c'est là où on s'est posé et Isabelle donnait, elle, un petit peu de cours de français. Et moi, je me suis investi dans un club de plongée et j'ai passé mon monitorat de plongée et ça me permettait aussi de travailler et d'apprendre l'espagnol surtout. Alors, quand on fait ça, un voyage comme ça, est-ce qu'on est complètement coupé du monde, coupé des autres? Est-ce qu'on a des manques ou finalement, non? Alors, non. Clairement non. Alors à l'époque, puisque ce premier voyage a eu lieu de 95 à 97, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Donc oui, on était coupé du monde, c'est-à-dire qu'on était encore avec la poste restante et les appels en PCV chez les parents ou la famille. Mais après, on manque de rien parce qu'en fait, on est véritablement nourri et puis on fait surtout ce qu'on aime faire. Et donc non, on manque d'absolument rien du tout. Bon, alors. Pourquoi vous revenez alors? Et quand vous revenez, est-ce qu'il y a un déclic ou pas? Comment vous faites pour prendre cette décision de revenir en France? Alors, on est revenu en France parce qu'on trouvait que c'était presque trop facile d'avoir une vie à voyager, même si financièrement on était quand même assez limité parce qu'on avait un budget quotidien qui était très faible. Mais on a décidé de revenir en France et éventuellement de repartir, mais on prendrait la décision en France. Ça nous permettait d'une part de revoir nos familles et d'autre part, comme l'envie d'avoir des enfants commençait à arriver, on a dit bon, on va retourner en France et puis on verra. Et puis en fait, on est rentré en France et la société que j'avais quittée m'a refait une proposition et je suis rentré dans les 2 mois qui suivaient à nouveau chez Cheminée Poujoula et donc avec un autre poste où je m'occupais du marketing et du développement d'une branche d'activité. Et puis voilà, je suis resté 7 ans à faire ça à Niort. Et là, de nouveau, l'envie du voyage. Et là, entre-temps, on avait eu des jumeaux donc, qui sont nés en 2000. Et on avait toujours dit effectivement qu'on repartirait. Et donc, effectivement, en 2003, on a pris la décision qu'on allait repartir voyager avec nos enfants et qu'on n'allait pas partir sac à dos parce qu'avec des enfants, ils auraient 5 ans à l'époque. Et donc, on a décidé de préparer un camion et on est parti en fourgon avec tous les 4. À sillonner le monde et on est reparti en 2005. Et là, les destinations, vous les avez décidées comment? Alors, quand on part d'Europe et qu'on avait vraiment l'intention de repartir vers l'Inde, mais on ne savait pas jusqu'où on irait et combien de temps ça durerait, on n'a pas tellement le choix en fait, parce qu'il y a des zones qui sont un peu compliquées, telles que l'Afghanistan. Donc, et puis après, il y a quand même les océans à traverser. Donc, les routes, il n'y en a pas tant que ça. On peut passer, pour aller vers l'Est, vers l'Asie, on peut passer par la Russie et la Chine. Ou alors, il faut prendre la route qui traverse l'Europe, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, et on arrive en Inde. Voilà, donc nous, on a choisi celle-ci parce qu'on avait très envie d'aller en Iran également. Mais l'objectif, c'était l'Inde? Alors non, il n'y avait pas d'objectif particulier. On partait vraiment sur la route pour découvrir le monde et faire découvrir le monde à nos enfants. Et là, je repose la même question. Les copains, là, vous êtes parents, maintenant, vous n'êtes plus des jeunes célibataires. Ils ont pris comment ces choses-là aussi? Il y en a qui ont été surpris? Ouais, là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que bon, quand on est partis tous les deux, on avait 28 ans, bon, ça allait. Là, on est reparti avec nos 2 enfants.
Pour nos parents, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment pour deux d'entre eux. Mais bon, en même temps, on leur a pas laissé le choix et on était, avec ma femme, convaincus d'une chose, c'est au-delà des risques qui peuvent arriver sur la route, mais sur lesquels on faisait assez attention, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de peur à avoir. Parce que quand on voyage comme ça, on acquiert quelque chose qui est une énergie incroyable. Et en fait, si la peur, c'est de manquer de travail au retour ou de laisser une bonne place, en fait, on s'aperçoit que l'énergie qu'on a nous est suffisante pour rebondir sans aucun problème, quel que soit l'âge auquel on le fait. Donc voilà, on a continué notre idée, on ne s'est pas tellement occupé de ce qui pouvait se dire autour, et on est parti sur la route avec nos deux enfants, donc en 2005. Alors là, c'est quoi la différence par rapport au premier? Est-ce qu'il y a plus de contraintes, plus d'envie, comme vous y êtes déjà passé, plus mûr? Est-ce que c'était plus facile, plus difficile? Ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout le même voyage. Quand on voyage avec des enfants, nous, on considère qu'il y a une règle importante pour que ça se passe bien, c'est que c'est les enfants qui guident le tempo. Donc, faut être à l'écoute de leur rythme, et en fait, on structure le voyage en fonction du rythme des enfants. Et notamment, on faisait l'école. Voilà, il y avait à peu près 1 heure par jour où on devait se poser pour faire l'école. Et puis après, il y a la route et les conditions de la route, parce que c'est pas des routes en parfait état comme on peut le connaître chez nous. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte, et c'est pas le même voyage. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des enfants, c'est un passeport incroyable pour rencontrer des gens. Parce que il y a 2 générations, et il y a des petites têtes blondes qui se promènent, et dans ces pays-là, d'une manière générale, ils adorent les enfants. Donc voilà, on a fait énormément de rencontres au travers des différents pays qu'on a traversés. Et justement, avant de faire la pause musicale, est-ce que tu peux, en quelques mots, je pense que ça va être compliqué, mais nous résumer un peu ces voyages-là? Est-ce que ça t'a apporté, en fait? Est-ce que ça vous a apporté? Ce que ça nous a apporté, c'est déjà une richesse incroyable, et une proximité, une complicité au niveau cellule familiale, qui est sans égale. Et puis après, ça nous a surtout ouvert l'esprit sur des choses qu'on soupçonne pas, telles que la spiritualité, qui est très forte en Asie, et puis, je dirais, l'absence de peur. C'est-à-dire que quand on vit des choses comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, ça nous permet de relativiser énormément, et en fait, ça balaye complètement les peurs qu'on peut avoir. Donc le curseur de la peur, en fait, il s'éloigne de plus en plus. Bon, merci beaucoup. On va écouter une pause musicale. Tu nous dis pourquoi tu as choisi cette chanson-là ? Oui, Happy de Pharrell Williams, tout simplement parce que je trouve que c'est une musique qui donne la pêche, et puis que effectivement on entend trop souvent de l'information négative, et qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe dans le monde, qu'on zoome souvent sur le négatif, mais qu'il y a plein de choses extraordinaires, et cette chanson, je trouve qu'elle est très positive. Clap along if you feel like a room without a roof.
Radio. Bip Radio, La radio du Nord-Vendée. nous sommes de retour dans notre émission Terre d'entrepreneurs. Benoît, on va parler maintenant de ton actualité, ou en tout cas de ce que tu as fait après ces voyages. Alors, quand tu reviens de voyage pour la deuxième fois, qu'est-ce que tu décides de faire ? En fait, quand on rentre, il y a une réalité qui s'impose à nous, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, avec ma femme, on a créé notre société et on faisait du consulting sur ce qu'on savait un petit peu faire, c'est-à-dire l'accompagnement d'entreprises sur la partie développement commercial, marketing et communication. Et on travaillait pour différentes sociétés en Poitou-Charentes et en Pays de Loire. Dont une qui s'appelle Couleur Gaïa. Que j'ai rencontré en 2009. Et donc, on parle d'une entreprise, mais en fait, le plus important, c'est peut-être la rencontre de deux personnes. Ouais, absolument. C'est important de le dire parce que c'est vraiment la rencontre de deux belles personnes, Bénédicte Boidron et Hélène Landreau, qui sont les fondatrices de cette société qu'elles ont créée en 2007, mais elles avaient déjà démarré en 2005 dans un garage à Beaupro. Alors, l'activité de Couleur Gaïa, c'était quoi ? Alors, Couleur Gaïa, c'est... C'est quoi ? Je sais pas si on doit dire c'était ou c'est. Ah, mais c'est parce que ça s'est pas arrêté. Couleur Gaïa conçoit des recettes et fait de la coloration végétale, 100% végétale, et des soins capillaires bio, et qu'elle commercialise auprès de coiffeurs et forme à ce nouveau métier qui est le métier de coloriste végétal. Mais ça, c'est Couleur Gaïa aujourd'hui. Déjà, à l'origine, c'était vraiment la vision qu'elles avaient, c'était l'ADN de Couleur Gaïa. C'est pour ça que je disais c'était ou c'est. Je pense qu'il y a dû y avoir des modifications en 15 ans quand même. Et le bio, maintenant on en parle beaucoup. Il y a 15 ans, on devait en parler beaucoup moins. C'est clair qu'elles étaient vraiment précurseurs. En fait, Bénédicte était coiffeuse et voilà, elle ne souhaitait plus du tout travailler avec des produits chimiques. On connaît les allergies qu'il peut y avoir dans ce milieu de la coiffure. Et donc, elle décide de travailler que les produits naturels. Alors évidemment, au début... elles font leurs propres recettes, elles essayent plein de choses, et puis ça commence à bien marcher, et il y a des coiffeurs des alentours qui demandent à être formés, donc elles se lancent dans la formation des coiffeurs, et puis l'entreprise a évolué comme ça, et puis en 2010, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, eh bien nous on arrivait d'Inde, et en fait il avait été identifié que les meilleures plantes pour faire de la coloration végétale se situaient là-bas, et donc on a fait une mission de sourcing tous les quatre, et on est parti en Inde chercher des nouvelles plantes, et là on a ramené des choses de très bonne qualité, et on a pu lancer ce qu'on appelle les foncés, les couleurs très foncées, noires, en coloration végétale, ce qui n'existait pratiquement pas en France. Tu veux dire qu'en fait, tu as eu ce job-là grâce aussi à tes voyages et grâce à tes parcours avant ? Alors, donc il y a maintenant 2 ans, je me suis associé avec Bénédicte et Hélène et j'ai pris la direction de Couleur Gaïa, mais en fait, ce projet, il est vraiment la réunification de 3 choses importantes pour moi. D'abord, ce lien avec l'Inde, voilà, parce que c'est un pays qui nous passionne, de par son côté un peu incroyable et la spiritualité qu'il peut y avoir là-bas. D'autre part, moi j'ai toujours été animé par les produits naturels et le bio. Et puis après, chez Poujoula, j'étais dans une très bonne école par rapport au développement d'une entreprise. Et donc, j'ai amené ça dans l'entreprise. Et avec Bénédicte et Hélène, on était extrêmement complémentaires. Et on a formé un trio qui fonctionne parfaitement bien. Bon, et alors, tu fais des produits qui, a priori, sont naturels. Tu parles de l'Inde, etc. Mais comment concrètement tu penses que ton management ou ton entreprise aujourd'hui est différente de la majorité des autres entreprises ? Est-ce qu'il y a un impact en interne, enfin, en termes de management, en termes de formation, je sais pas. Est-ce que cette spiritualité que tu as en toi, tu arrives à la diffuser et est-ce que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur chez Couleur Gaïa aujourd'hui ? Alors, il faut vraiment rendre hommage aux fondatrices de cette société parce que quand elles ont créé Couleur Gaïa, elles ont vraiment mis un terreau très fertile pour faire une entreprise un peu différente. Et moi, c'est ce qui m'a animé de les rejoindre, au-delà de l'histoire d'amitié. C'est vraiment de pouvoir entreprendre dans une société avec des valeurs un peu différentes. Donc c'est vrai que l'ouverture d'esprit, le côté très international de notre réflexion par rapport à la provenance des plantes, et puis tout simplement les valeurs qui nous animent et le sens et l'éthique qu'on met dans l'entreprise
nous permettent de travailler différemment. Donc on est très à cheval sur la qualité et les labels de nos produits, mais on est évidemment très naturellement tourné vers le commerce équitable. Donc voilà, on fonctionne dans une démarche de commerce équitable. Tous les ans, on va voir les agriculteurs en Inde et on a une traçabilité complète de la plante du champ jusque chez le coiffeur en France. Et concrètement, je reviens là-dessus, comment ça se matérialise? Est-ce que tu as des choses que vous faites chez vous qui sont différentes d'une autre société? Alors, je sais que toi, tu aimes beaucoup aussi le yoga. Je ne sais pas si c'est des choses que tu partages. Est-ce que vous travaillez sur le bien-être, sur des... Voilà. Alors oui, c'est un point très important qui est un mot qui est utilisé à toutes les sauces en ce moment. Très concrètement, chez Couleur Gaïa, voilà, on a un coach sportif et tous les jeudis matins, de 8h30 à 9h30, il y a séance de sport pour tous ceux qui le souhaitent dans l'entreprise. Et voilà, on fait du sport tous ensemble dans l'entreprise. Mais ça apporte quoi, tu penses ? On est sur un marché qui se développe, donc après on a les problèmes d'une entreprise absolument normale. Ceci dit, il est important de s'occuper de son corps comme il faut s'occuper de son esprit. Et donc voilà, ça apporte une vraie complicité entre nous et on se découvre sous un autre aspect, parce que quand on est en short sur le tapis, je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de fonction, on est tous en short sur le tapis. Et par exemple, sur cet exemple-là, quand la première fois tu en as parlé, quelles ont été les réactions? Parce que c'est un peu original, ça. Bon, finalement, au lieu de travailler, c'est sur les heures de travail, hein, on est d'accord? Oui. Au lieu de travailler, pendant 1 heure, on va faire du sport ensemble. Ça a été quoi la réaction de tous tes collaborateurs ou collaboratrices? Alors, moi, quand je suis arrivé, ça existait déjà. Okay. Donc, on l'a fait durer. Mais très récemment, on a modifié un petit paramètre et tout le monde avait très peur que ça s'arrête. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement attachés à quelque chose comme ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on a fait des ateliers de travail et au travers de 3 ateliers de travail, on a défini toutes les valeurs de l'entreprise. Mais ce n'est pas les valeurs définies par une personne, c'est les valeurs qui nous animent tous en commun. Donc on a fait un principe d'entonnoir et on est arrivé à 7 valeurs importantes dans l'entreprise. Et est-ce que tu peux nous les citer ou est-ce que c'est confidentiel? Non, c'est pas du tout confidentiel. On va retrouver évidemment l'ouverture d'esprit, la qualité, l'écologie, puisqu'on fait très très attention à ça. On a par exemple des choses un peu atypiques telles que le lombricompost à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, l'écologie. On a également l'éthique, le sens que l'on peut mettre dans notre travail au quotidien. Voilà, j'ai dit également l'ouverture d'esprit et puis la qualité, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un résultat extrêmement qualitatif sur le consommateur final. Alors, Benoît, avec toi, on pourrait discuter des heures, ce qu'on fait par ailleurs des fois. Je voudrais que tu prennes 2-3 minutes pour parler aux autres. Aux plus jeunes souvent, mais pas forcément que, du fait de ton expérience, dire, voilà, de donner la bonne parole, parce que moi ce que j'adore en toi, c'est ton parcours. Finalement, tu n'as peur de rien. Enfin, moi, c'est vu de l'extérieur. Quel est le message positif que tu veux donner aux plus jeunes ou aux moins jeunes qui veulent tenter, mais qui des fois n'osent pas? Tu m'apportes la réponse. En fait, le mot, c'est ça, c'est toujours oser. C'est-à-dire que quelle que soit son idée, il ne faut pas trop s'occuper de ce qu'on peut dire autour. On n'est pas toujours compris, mais nous, on sait pourquoi on a cette idée-là. Et il faut suivre son idée, son intuition. Il faut faire surtout ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas être dans la contrainte. Donc voilà, il faut oser et aller au bout de ses projets et de ses rêves. Bon, il n'y a pas de limite. Merci Benoît. À très bientôt sur Dig Radio. Au revoir.